à partir du jour où il est informé qu'il a été condamné, il se présente, il dit cette affaire-là, vous allez rejuger cette affaire, vous les mêmes, vous allez rejuger cette affaire. Et la première décision devient caduque. Et la procédure qui permet de faire rejuger l'affaire par les mêmes là, on appelle ça l'opposition. Et si c'est en matière criminelle, on parlera de purge de la contumace. Le dernier principe, je crois, c'est, non pas le dernier, l'avant-dernier, la présomption d'innocence. Ce principe veut que la culpabilité de tout individu, de tout citoyen ne soit établie qu'à la suite d'un procès équitable, contradictoire, où les moyens, les arguments exposés ont été débattus. Donc, toute personne qui n'a pas été condamnée à la suite d'un procès contradictoire, il est présumé innocent. Même si on l'a pris sur les faits, c'est-à-dire tout démontre que c'est lui. Mais puisqu'il n'a pas encore été jugé, il faut considérer qu'il est innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité soit judiciairement établie. Et ces différents principes-là, on estime qu'en les respectant, la justice qu'on rend est bonne et inspire confiance. Et ça réduit la tentation de la vengeance. La limite à ce principe, c'est souvent en matière de charge de la preuve. Il y a des hypothèses où on estime que, je ne vais pas aller jusqu'à dire que tu es présumé coupable, mais c'est tout comme. Par exemple, en matière d'abus de confiance, dès l'instant où on a rapporté la preuve qu'on t'a remis quelque chose pour faire quelque chose, le fait que tu n'aies pas fait ça, que tu n'aies pas fait la chose, tu es présumé avoir détourné ce qu'on t'a confié, sauf si tu démontres que l'impossibilité dans laquelle tu te trouves de représenter la chose là ne dépend pas de ton fait. Ça veut dire que la charge de la preuve change de camp. Normalement, c'est le procureur qui devait prouver ta culpabilité, mais en cette manière-là, dès l'instant où on rapporte la preuve qu'on t'a confié un mandat, c'est à toi maintenant de démontrer que tu es innocent. Le principe de l'égalité, qui est le dernier, on estime que les citoyens doivent accéder à la justice sur le même pied d'égalité. Ça, c'est le principe. Les mêmes règles de procédure sont valables pour tout le monde. Mais là encore, il y a beaucoup d'exceptions. Il y a ce qu'on appelle les privilèges de juridiction. Par exemple, un magistrat, on ne peut pas le juger comme on jugerait n'importe quel citoyen. Alors, quand on a quelque chose à reprocher à un magistrat, il y a une procédure spéciale qu'on appelle la prise à partie. Et c'est la cour de cassation là-bas. Alors que pour le petit kidam là, le tribunal du quartier est compétent. Donc vous voyez déjà que cette exception-là met je dirais une différence. Hein? Sinon le principe c'est que l'accès à la justice et les règles de procédure sont les mêmes pour tous. L'autre exception à ce principe d'égalité, c'est les immunités. Les immunités. Les immunités, il y en a plusieurs. Vous avez l'immunité diplomatique, vous avez l'immunité présidentielle, l'immunité familiale, les députés ont une immunité, etc., etc. Pour la petite parenthèse, quand j'étais en fonction à Bangourou, il y a un monsieur qui vivait en Suisse et qui est rentré avec sa famille, avec beaucoup d'objets de valeur, des montres très précieuses. Et c'est un chrétien. Un dimanche, il va à l'église. À son retour à la maison, sa maison est cambriolée.
Mais il a un fils qui ne vit pas avec eux. Lui, il est à Abidjan. Le monsieur sait que son fils, là, c'est un voleur. Et tel que les voleurs ont opéré, c'est le timing qu'ils ont choisi tout ça. On sait que les dimanches, quand la famille va à l'église à 7 h, ils ne rentrent pas avant 12 h. Le monsieur dit ça là, on va fouiller, demandons d'abord à mon fils. Donc les policiers sont descendus à Abidjan, ils ont interpellé le fils, et puis le fils a dénoncé les membres de son équipe. Et pendant le procès, comme c'est un vol en réunion avec effraction, etc., normalement le minimum de la peine c'est 20 ans. Mais il se trouve que la loi pénale prévoit une immunité familiale qui dit que les infractions sur les biens là n'existent pas entre un père et son fils. Voilà. Donc voici un cas concret où l'égalité entre ceux qui ont participé au braquage là est rompue. Le fils a bénéficié d'une immunité. Ben, ils ont été condamnés. Ok. Je vais aborder légèrement quelques juridictions et on va s'arrêter là pour prendre quelques questions. Alors, l'organisation des juridictions se fait donc sous l'égide et à la lumière des principes que nous venons de développer. Les juridictions en Côte d'Ivoire, on pourrait les classer en deux catégories. Les juridictions inférieures et les juridictions supérieures. Les juridictions inférieures, c'est celles qu'on appelle les juridictions du premier degré, c'est-à-dire les tribunaux, les sections de tribunaux, et les juridictions du second degré, qui sont les cours d'appel. Les deux forment les juridictions inférieures. Au-dessus, on a les juridictions dites suprêmes. À l'origine, on avait une seule cour suprême et par la suite, on a scindé la cour suprême là en plusieurs juridictions suprêmes, de sorte qu'aujourd'hui, on a la cour de cassation, on a le conseil d'État, on a la cour des comptes. Alors, ces différentes juridictions, les juridictions inférieures là, on peut faire un sous-classement encore pour distinguer les juridictions civiles des juridictions répressives. Les juridictions civiles, ce sont celles qui vont connaître des différends entre les particuliers, ou bien en matière commerciale, ou bien les différends liés au travail, alors que les juridictions répressives, ce sont celles qui vont poursuivre les gens pour la violation de la loi pénale. Et comme nous l'avons vu plus haut, parmi ces juridictions, on en a qui siègent de façon collégiale et d'autres qui vont siéger en formation à juge unique. Alors je voudrais, pour m'arrêter, vous parler brièvement des parquets. Notre justice est un édifice qui a la forme d'une pyramide. La base est élargie, le sommet rétréci. Alors si vous prenez une pyramide, disons un triangle, que vous le divisez en deux, vous aurez à votre droite les parquets et à votre gauche les sièges. Les sièges, c'est les juges qui rendent les décisions. Les juges qui délibèrent, c'est eux qu'on appelle juges du siège. On les appelle aussi les magistrats assis. Et en face de chaque siège, en face de chaque juridiction, vous avez un parquet correspondant. Donc, au premier degré, le parquet correspondant, c'est le parquet du procureur de la République. Et ce parquet est dirigé par le procureur de la République qui a pour collaborateur
les procureurs adjoints, les substituts du procureur et les substituts résidents qui sont les représentants du procureur de la République dans les petites juridictions qu'on appelle les sections de tribunaux, comme en ce qui vous concerne ici, Danané, Guiglo. Au-dessus, au second degré, c'est-à-dire au niveau de la cour d'appel, le parquet qui est là-bas est appelé parquet général. Il est dirigé par le procureur général qui est assisté des avocats généraux qui sont eux-mêmes assistés des substituts généraux et des substituts généraux par intérim. Les juridictions suprêmes que j'ai citées tout à l'heure, vous avez là-bas également un parquet. Donc vous avez un procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, un autre procureur général près la Cour des comptes. Et ils ont comme adjoints ceux qu'on appelle les premiers avocats généraux. Et puis, en dessous d'eux, vous avez les avocats généraux. Alors, là-bas, on n'a pas de substitut. C'est les avocats généraux. Et à ce niveau-là, au sommet, en règle générale, c'est des magistrats hors hiérarchie. Alors, la petite précision que je voudrais apporter, ça concerne les parquets. Les parquets sont chargés, dans une juridiction donnée, je dirais, d'assurer la politique criminelle au sein de cette juridiction. Ils sont chargés, à titre principal, des poursuites. Donc, c'est sous leur direction et leur surveillance que la police judiciaire, nous avons là un officier, la police judiciaire est exercée. La police judiciaire, c'est quoi? Ben, c'est la police qui est exercée après qu'une infraction est commise. C'est-à-dire quand une infraction à la loi pénale est commise, tout ce qui se passe jusqu'à ce que l'individu soit jugé et condamné, ça rentre donc dans le cadre de la police judiciaire et puis ça continue avec les procès. Tout ce que les policiers et gendarmes font alors qu'une infraction n'est pas encore commise, ça c'est la police administrative. Le procureur de la République n'a rien à voir avec ça. Par exemple, s'il y a une patrouille, il y a un terme qu'on emploie là. Souvent, on fait des contrôles rafles. Voilà. Ça, c'est des mesures de police administrative. Ce n'est pas qu'on pense que tu as fait ça. Voilà, c'est des mesures de surveillance générale de la population. Ça entre dans le cadre de la police administrative. Le parquet n'a pas de contrôle sur ça. Par contre, dès qu'une infraction est commise, tout ce que les officiers vont poser comme acte, ça entre dans le cadre de la police judiciaire et c'est sous la direction du procureur de la République et sous la surveillance du procureur général. Le parquet est appelé magistrat debout. Je vous ai dit tantôt, le siège, on les appelle les magistrats du siège. Le parquet, c'est la magistrature debout. Donc le terme magistrat est commun aux deux. Alors le parquet, pourquoi on les appelle magistrats debout? Tout simplement parce que pendant les audiences, vous remarquerez que de votre position sur votre gauche, il y a quelqu'un, un monsieur ou une dame, qui chaque fois qu'il veut prendre la parole, se tient debout. Alors que ceux que vous avez en face de vous, ils restent assis jusqu'à la fin du procès.